Bienvenue à toutes et à tous. Lorsqu'on parle d'air protégé, beaucoup imaginent des espaces éloignés réservés à la faune et à la flore. Pourtant, ces espaces sont aussi des territoires de vie. On y retrouve des villages, des activités économiques, des traditions, des ressources naturelles et bien également des défis quotidiens. Comment alors protéger ces richesses naturelles tout en répondant aux besoins des populations? Comment éviter les conflits d'usage entre conservation, urbanisation, agriculture, pêche ou tourisme? La réponse passe souvent par deux notions essentielles, la planification territoriale et les outils de gestion d'aires protégées. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux acteurs engagés au cœur de ces enjeux, à savoir M. Maïdon Wilfried, vous êtes le responsable communal de l'ATDA Pôle 7, responsable communal de Grand Popo. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Michael Padonou, vous êtes le directeur technique de l'ONG Ecobénin. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, Monsieur Maïdon, Ouais. lorsqu'on parle de planification, en ce qui concerne les territoires, de quoi parle-t-on exactement? C'est un thème assez technique, mais de quoi parle-t-on? Merci, monsieur le journaliste. Il s'agit en fait d'un processus d'organisation de l'espace géographique Hum. dans le but de préserver la biodiversité et de promouvoir le développement économique. Alors, d'après votre définition, pourquoi alors est-il indispensable aujourd'hui de planifier le développement d'une commune comme celle de Grand Popo? C'est très important de le faire pour éviter la destruction des écosystèmes par les hommes. Oui, on sait qu'il y a toujours la main de l'homme en dessous quand il s'agit de destruction. Voilà, OK. Monsieur Padonou, vous êtes le directeur technique de l'ONG Ecobénin. Quel lien existe-t-il entre planification territoriale et conservation de la biodiversité? Effectivement, merci monsieur le journaliste. Comme le disait le responsable de la cellule communale, dans un espace Oui. comme dans la commune de Grand Popo, nous avons différents types d'écosystèmes qui cohabitent. Nous avons les agroécosystèmes qui sont dédiés à l'agriculture. Nous avons les écosystèmes naturels où on peut classer par exemple les forêts de mangroves, les milieux aquatiques, donc les zones humides, ainsi que les écosystèmes urbains par exemple. Alors, il est très important de faire cette planification-là pour que les perturbations qui sont souvent d'origine humaine, il l'a si bien souligné, ne puissent pas avoir des impacts très élevés sur les écosystèmes naturels qui, vous le savez, sont les bases de notre vie sur Terre, sont les bases de notre vie dans l'espace. Donc, très important de pouvoir faire en sorte que la planification territoriale aide à préserver les fonctions, les fonctionnalités de chaque écosystème pour un avenir beaucoup plus durable. Alors, dans un monde en pleine mutation à cause des changements climatiques, sans planification, à quoi on assiste? Alors, sans planification, il arrive que les fonctionnalités d'un écosystème, et souvent c'est les écosystèmes contrôlés par l'homme, puissent prendre de l'avance ou bien soit prépondérant sur les fonctionnalités des milieux naturels. On parle souvent d'externalités négatives des activités de l'homme sur l'environnement ou sur les écosystèmes naturels. Donc, sans planification, on exacerbe ces externalités-là sur les écosystèmes naturels. Donc, je le redis, pouvoir faire cette planification territoriale, c'est assurer un équilibre entre les fonctionnalités des différents écosystèmes qui forment ce territoire. D'accord. Alors, la planification apparaît aujourd'hui donc comme une sorte de boussole permettant d'orienter les décisions et les investissements. Mais quels sont concrètement les outils utilisés? Alors, à ce jour, on parle surtout des écosystèmes naturels, puisque souvent, ce sont ces écosystèmes-là
qui sont les grands oubliés des planifications territoriales. Et donc, pour arriver à préserver les fonctions de ces écosystèmes, on utilise par exemple les aires protégées, qui sont des mesures de conservation utilisées pour assurer une gestion, une conservation à long terme des écosystèmes naturels et également des services écosystémiques que ces écosystèmes-là offrent aux riverains. Alors, parlons de quelques outils concrets. Plan d'aménagement, cartographie participative, zone écologique, suivi de la biodiversité, surveillance communautaire. À quoi servent-ils précisément? Alors, je venais de parler des aires protégées et l'ensemble de ces outils que vous venez de citer sont des mécanismes qui sont utilisés pour la gestion adaptative de ces espaces protégés. Donc, si on prend par exemple le plan d'aménagement d'une aire protégée, c'est ce document-là qui guide les actions quotidiennes de gestion de ces espaces en termes de suivi écologique pour voir l'état de santé de la biodiversité, sa dynamique. Et si on parle de surveillance, par exemple, c'est pour s'assurer que les activités anthropiques n'empiètent pas trop sur la santé des écosystèmes naturels. Vous parlez par exemple, vous parlez exactement de quoi? des activités humaines. Oui. Voilà. Et donc, quand on parle également des actions de développement de l'écotourisme, c'est des actions qui visent, par exemple, à valoriser les potentialités qu'offrent les écosystèmes naturels préservés au cœur des aires protégées. D'accord. Alors, je rappelle, M. Wilfried Merdan, vous êtes le responsable communal de l'ATDA Pôle 7. Alors, comment faites-vous le suivi des actions dans les aires protégées, vous, surtout dans votre domaine en ce qui concerne l'agriculture? Merci, monsieur. Le rôle fondamental de la cellule communale, c'est la promotion des filières agricoles. Et l'ATDA, au niveau commune, a des techniciens par filière. Et les techniciens travaillent en étroite collaboration avec les ONG partenaires pour promouvoir les filières. Donc, au niveau des aires protégées, il y a des activités agricoles qui se mènent. Nous sommes donc appelés à coordonner ces activités avec les communautés dans le but de respecter l'environnement et sauvegarder tout ce qui est ressources naturelles. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la planification et la technologie et la planification sont importantes. Mais rien ne fonctionne durablement sans l'adhésion des populations, surtout sans l'adhésion des agriculteurs que vous supervisez au niveau de la commune de Grand Popo. Comment ça se passe? Dans la commune, nous avons des agents d'encadrement qui sont appelés à travailler régulièrement avec les producteurs agricoles. Et si les projets et programmes interviennent sans nous, il y a une cacophonie. Donc, on est en étroite collaboration et sur le terrain, il y a des activités de suivi, appui, conseil qui se font. Des formations à l'endroit des acteurs afin qu'il y ait une synergie d'action. Alors, quand vous parlez de formation, j'imagine que ces formations sont actualisées au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord, ok. Alors, comment ces communautés-là sont-elles associées au processus de planification territoriale? Sans leur implication, il se pose toujours un problème de destruction des biodiversités. Pourquoi? C'est des populations qui sont nées et qui voient les opportunités naturelles à leur côté. Je prends par exemple le cas de Grand Popo. Il y en a qui sont destinés à aller faire la pêche comme ils veulent. Et malgré les différentes interdictions, il y a des zones protégées où la pêche ne doit pas avoir lieu. C'est ça. Tout le monde va faire la pêche comme cela se doit. Mais les actions que nous menons au fur et à mesure avec les ONG partenaires dont Eco-Bénin font que ces populations commencent par comprendre que les engins prohibés qu'on utilise contribuent à une destruction de certaines espèces. Même les alevins sont pêchés pour la consommation, ce qui n'est pas bon. Okay. Puisque si on les laisse continuer les actions pareilles, donc au fur et à mesure, on va assister à une eau sans vie. On n'aura plus de la vie des poissons dans
Oui, les une ressources chose naturelles. est de respecter les décisions, tout ce qui est programmé en ce qui concerne les aires protégées. Mais est-ce que ces aires protégées aujourd'hui sont véritablement protégées de la part des pêcheurs? Les pêcheurs jouent un grand rôle dans la protection, puisque c'est des acteurs qui sont associés lors de l'élaboration des documents de planification. Exactement. Ils sont impliqués, puisque sans eux, on ne fait rien. Nous allons seulement écrire des textes qui ne seront pas appliqués. Donc, les décisions viennent même de tous les acteurs qui sont les potentiels bénéficiaires des aires protégées. D'accord. Alors, Monsieur Padono, votre ONG travaille depuis longtemps avec les communautés, ça on le sait. Quels résultats observez-vous lorsque les populations deviennent elles-mêmes actrices de la conservation, quand elles jouent pleinement leur rôle? Alors, c'est en cela que j'apprécie le point de chute du Du système, responsable communal, oui, voilà. puisque sans les communautés riveraines de ces aires protégées, tous les documents, tous les plans d'aménagement sont vains. Mmh. Et donc, lorsque les communautés sont impliquées réellement, on note un changement, puisque en amont, il y a échange sur qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce que nos actions de conservation peuvent aller, dans quelle direction nous devons aller pour laisser aussi un peu de place pour la survie quotidienne des communautés. Donc, à partir du moment où nous avons cette dialectique avec les communautés, on arrive à des plans d'aménagement stables, puisque ça prend en compte un bon compromis entre nos objectifs de conservation et les besoins Des populations. des populations. Alors, existe-t-il des exemples concrets où la participation communautaire a permis d'améliorer la protection des ressources naturelles? Par exemple, je prends les mangroves. Quand la réserve a été mise en place en 2017, le taux de dégradation du couvert de la mangrove était très élevé. Avec les actions coordonnées avec les communautés riveraines de ces espaces dans la réserve de biosphère transfrontière du Mono, nous avons réussi à avoir maintenant ces dernières années un regain des espaces de mangrove. Et pour moi, c'est une belle réussite et un bon modèle de ce que lorsqu'on implique les communautés dans la planification, on arrive à des résultats que tout le Concret. monde peut voir. D'accord. Alors, il nous reste à peine une minute pour finir cette émission. Je vais évoquer un sujet d'actualité très important. Quel avenir pour les territoires du Delta Mono, selon vous? Selon moi, Mm. ça promet. Toutes les actions qui sont déjà menées par Delta Mono sont allées dans le bon sens. La conservation de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles et la promotion de l'agroécologie. Ça permet non seulement à la population non seulement de bénéficier des produits sains, mais aussi de conserver ce qui est naturel, ce que les ancêtres ont laissé. Nous sommes en train de commencer par les sauvegarder afin que nos actions ne concourent pas à notre destruction, ne concourent pas à notre intoxication alimentaire. Il faut laisser un bon territoire gérable aux populations futures, aux générations futures. C'est quoi l'avenir du Delta Mono selon vous? Alors monsieur pour moi, Padono? je suis plein d'espoir Oui. parce que de plus en plus les jeunes, c'est-à-dire nos enfants, comprennent de plus en plus l'importance d'allier conservation et développement économique. Et pour moi, demain, ça sera leur tour et voir la façon dont ils sont intéressés à travers les séances d'éducation environnementale que nous faisons, je suis plein d'espoir. Vous allez dans les lycées et les collèges également? Dans les lycées, les collèges et également dans les écoles primaires également. Parfait. Alors, mesdames, messieurs, ce que nous retenons aujourd'hui est simple mais essentiel. Une aire protégée ne se conserve pas par hasard, elle se planifie, elle se gère. Elle se construit avec des outils adaptés, des institutions engagées et surtout des communautés impliquées. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.